Eh bien, Alexandre, je te laisse la main. Alexandre, je Voilà, t'entends. oui, Ah, pardon. j'ai pas rétabli mon micro, donc c'est normal. Mince. Pardon. Bonjour à tous. Donc moi je suis Alexandre Suc, je suis à la Dreal Occitanie depuis février 2026 et j'ai en charge notamment l'accompagnement des DDT dans la création d'aires protégées. Enfin, plus globalement, je travaille sur la création d'aires protégées, mais pas que. Et certains d'entre vous me connaissent puisque j'étais en DDT 31 avant sur des missions en service environnement. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un petit diaporama sur la labellisation des zones de protection forte. Euh, et alors, hop, si j'arrive à passer. Donc, j'ai décomposé ma petite présentation en trois parties. Donc, un contexte national, régional et réglementaire. Une deuxième partie sur les critères de labellisation et la troisième partie sur la procédure administrative qui peut permettre de labelliser son site. Donc sur la première partie, donc le contexte national, donc on entre bien dans la stratégie nationale pour la création d'aires protégées 2030 avec un objectif national de 10% d'aires protégées fortes donc à l'échelle nationale. Et à l'échelle régionale, on travaille avec des plans d'action territoriaux. Donc il y en aura trois. On est actuellement au deuxième plan d'action territorial. Et au niveau régional, à l'horizon 2030, on s'est fixé un objectif de 5% d'aires de protection fortes. Et donc actuellement, donc on est à 2,38%. Cette carte, elle est du 1er janvier 2026, donc elle est très récente. Donc vous pouvez voir donc à l'échelle régionale tout ce qui est en aire de protection forte et en aire de protection classique, on va dire. Donc sur les fortes, on est à 2,38%. Et dans le PAT 2, on s'est fixé un objectif d'augmenter ces ZPF, donc protection forte, de plus 1%, donc avec une répartition de 2 tiers de nouvelles créations d'aires protégées fortes et un tiers qui serait issu de la labellisation au cas par cas en ZPF, ce qui représenterait à peu près 20 000 hectares, ce qui reste une superficie quand même relativement importante. Donc cette petite diapo pour vous représenter qu'est-ce qui est une aire de protection forte et qu'est-ce qui n'est, enfin voilà, avec les différents gestionnaires. Enfin, vous aurez le diaporama qui sera disponible en fin de présentation. Donc, je ne sais pas si je rentre plus dans le détail, à moins que vous ayez des questions. Enfin, ou si vous avez des questions, on pourra y revenir. Donc, il y a, enfin, avec la petite légende, là, vous voyez ce qui est directement une zone de protection avec les deux mains et avec le petit plus, ce qui peut être rentrer en zone de protection forte au cas par cas. En tout cas, réglementairement, enfin, ce qui est très important, si vous ne la connaissez pas déjà, c'est l'instruction technique du 8 septembre 2025 qui vient définir les zones de protection qui peuvent rentrer au cas par cas. La reconnaissance, donc, ça peut être vraiment votre livre de chevet si vous voulez travailler sur une reconnaissance au cas par cas. Je vous invite en tout cas vraiment à bien connaître cette instruction technique. Et ce qui est important de bien retenir aussi, c'est que cette reconnaissance au cas par cas, elle n'engendre pas de nouvelles réglementations ni de nouvelles contraintes, mais elle permet de reconnaître la qualité de gestion en cours de la zone pour protéger les enjeux écologiques d'importance et les services écosystémiques associés.
Donc, dans le diaporama, il y aura un lien internet pour aller retrouver cette instruction, mais via un moteur de recherche, en tapant instruction technique du 8 septembre 2025, vous allez assez facilement la retrouver. Donc, au niveau des sites et les critères de labellisation, donc, il y a cette liste de sites qui permet de rentrer dans la labellisation. Si vous ne faites pas partie de ces sites-là ou de ces critères-là, malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer dans la labellisation. Donc, je ne sais pas si je les énumère, mais en tout cas, ce qui est important, euh, euh, hop, hop, alors, pardon, excusez-moi, je suis perturbé, j'ai un appel téléphonique en même temps et je n'arrive pas à le gérer. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que, par exemple, les sites du Conservatoire d'espaces naturels, quand il détient une maîtrise foncière, peuvent faire l'objet d'une labellisation au cas par cas. Et donc, mais pas toutes les associations ou tous les gestionnaires d'espace. Seulement le CEN, c'est comme ça que c'est écrit dans le code de l'environnement, donc malheureusement, c'est pas possible autrement, avec la petite subtilité quand même que les sites bénéficiant d'une obligation réelle environnementale, quand c'est des gestionnaires qui ont la maîtrise foncière de sites qui voudraient rentrer dans la labellisation, il faut passer par la création d'une ORE, d'une obligation réelle environnementale pour pouvoir être labellisé. Au-delà de ces différents sites qui peuvent rentrer dans les critères de labellisation, il y a d'autres critères qui sont nécessaires pour pouvoir être labellisés. Donc, il y a des critères d'enjeux écologiques. Donc, il faut que ça soit considéré comme d'importance. Donc, c'est par exemple les habitats et espèces d'intérêt communautaire ou la présence d'espèces menacées relevant des catégories vulnérables, en danger ou en danger critique, des listes rouges nationales ou régionales UICN. Ensuite, il y a l'absence, l'évitement ou la diminution significative de pression anthropique. Il faut démontrer que le niveau de pression résiduelle est compatible avec le maintien en bon état de conservation des enjeux écologiques relevés. Il faut avoir des objectifs de protection. Donc ça peut passer par un document de gestion, mais pas que. Et enfin, il faut montrer qu'on a un dispositif opérationnel de contrôle des réglementations ou de gestion ou des mesures de gestion. Donc là, sur ces 4 critères-là, si vous souhaitez déposer un dossier prochainement, ça peut être la base de votre dossier, qui est ces 4 paragraphes qui puissent bien reprendre, que vous puissiez bien argumenter en fonction de ces 4 critères-là. Et enfin, la procédure administrative. Donc, il y a un site, un démarche-numérique.gouv.fr sur lequel vous pouvez déposer votre dossier. Il y a une instruction locale Andréal qui passe par la consultation des services de l'État, de la région et des communes, mais aussi du CSRPN, pour pouvoir se forger un avis et un argumentaire sur la compatibilité de la demande avec les critères de protection forte. Une fois cette étape-là franchie, le dossier est transmis à l'échelon national, donc au ministère, qui prend la décision finale de labelliser ou non le site en protection forte.
Et donc, il y a ce petit logigramme que vous retrouverez dans l'instruction technique de septembre 2025 qui retrace un peu plus formellement ce que je viens de vous dire, donc avec l'instruction au niveau local et l'instruction au niveau national. Et donc, juste à titre d'exemple, on a déjà 4 sites qui ont été remontés à l'échelon régional pour être labellisés, dont un qui est un peu plus mature que les 3 autres. C'est la RNCFS de Orlu, en Ariège. Et donc, je me suis fixé comme objectif une instruction au cours de l'été pour une remontée au ministère plutôt à l'automne 2026, puisque le ministère nous demande d'avoir 2 grandes périodes pour remonter les sites à l'échelon national, au mois de mars et au mois de septembre. Donc voilà, donc pour la RNCFS d'Orlu, je me fixe l'objectif de pouvoir le remonter pour septembre 2026 en ayant effectué toutes les consultations et en ayant rédigé donc l'avis DREAL sur ce site-là. Voilà, moi j'en ai fini pour ma présentation. J'ai été plutôt rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. Effectivement, tu as été très rapide, Alexandre. Merci beaucoup, mais c'était très clair et je pense que peut-être que tu peux départager ton écran pour qu'on se voit un peu mieux. Et je ne serais pas étonnée, effectivement, qu'il y ait un certain nombre de questions, peut-être avec des cas un peu plus précis ou des souhaits de passer en zone de protection forte. Donc, n'hésitez pas, on a un petit moment pour ça. Et donc, Laurent. Ah, pardon, comment on fait pour lever la main? Alors, pour lever la main, c'est en bas dans Réagir. Normalement, il y a un petit cœur. Et quand on appuie dessus, on peut Ah oui, aussi choisir une ah main. oui, Ah non, ok, juste à ça côté du marche, cœur d'ailleurs. c'est ça. Merci. Voilà. Donc, Laurent et ensuite Clara. Oui, ben juste pour bonjour à tous déjà. Donc Laurent Poncharo, je suis du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Donc on fait partie donc en effet des 2 structures là, avec le Conservatoire du littoral qui rentrent dans le système de protection foncière et de labellisation ZPF en direct au cas par cas. Euh, Nous, on a prévu en effet de labelliser nos sites conservatoires et de vous les faire remonter dans des démarche numérique. On compte justement commencer par les sites en maîtrise foncière totale, puisque c'est quand même relativement simple, enfin beaucoup plus simple à gérer que les sites qui sont mixtes avec maîtrise foncière plus convention de gestion. Voilà, mais en tout cas, voilà, il y en a que 4 pour l'instant dans démarche numérique, il n'y en a aucun du Seine pour l'instant. Ça ne saurait tarder. En tout cas, on va vous faire remonter en tout cas les sites les plus évidents où tout est, voilà, tout est facile, hein, on va dire, pour vous les faire remonter cette année. Et vous savez à peu près vers quelle période, enfin, parce qu'en fait, on a une assez mauvaise visibilité de savoir combien de sites vont arriver et dans quelle mesure on sera en capacité de pouvoir les instruire tous, puisqu'il y a quand même une procédure, enfin une formalisation d'une procédure avec des consultations qui sont pas très lourdes, mais qui nécessitent quand même du temps. Donc, Oui, et nous, ça nous demande aussi du temps de préparation de ces dossiers aussi, concrètement. Donc, on ne pourra pas, en effet, faire les 30 000 hectares sur lesquels on intervient comme ça en labellisation cette année, ça c'est sûr. Mais cette année, je ne peux pas vous donner de calendrier, mais en tout cas, on va pas pouvoir euh, passer en labellisation l'ensemble de nos sites, même l'ensemble de nos sites en propriété propre. Euh, mais passer un certain nombre, on va dire un échantillon de sites cette année, les sites les plus faciles, comme je vous le disais, quoi. Après, sur un calendrier, je peux pas vous dire là, euh, mais voilà, en tout cas, on va vous passer un certain nombre de sites. Pour l'instant, je n'ai pas de. L'idée, c'était d'en passer un. Enfin, on avait ciblé un ou 2 sites vraiment faciles et évidents pour les faire remonter.
Ok, Je pense qu'il va falloir tester aussi les dossiers, comment on voulait faire monter, la mise en forme, etc. Enfin, les contenus, etc., quoi. Mm. On a aussi récupéré, pour info, aussi des modèles d'autres conservatoires d'espace naturel en France, hein, qui ont commencé. D'ailleurs, ceux qui ont commencé même avant la sortie de l'annexe technique, hein, du décret de 2022. Donc on a déjà des modèles, en tout cas, qui ont déjà été utilisés. Bon, après, ça a affiné peut-être avec vous, mais voilà, on a déjà un petit peu, on sait à peu près ce qu'il faut faire remonter, en tout cas, dans ces dossiers. Ok, très bien. Merci Laurent. Clara, et ensuite ce sera Jean-Philippe. Oui, bonjour, Clara Garcia Matos, chargée de mission stratégie air protégée au Parc des Grands Causses et je suis en compagnie de ma collègue Laure Jacob. Alexandre, tu parlais de 4 sites dont Orlu. Quels sont les 3 autres, juste pour avoir une idée à l'échelle Occitanie? C'est des sites de la Fédération de chasse 81 qui ont été remontés, D'accord, ok. donc qui pour l'instant, de la première lecture qu'on en a eue, ils rentrent pas vraiment dans les critères qui peuvent prétendre à la labellisation Ouais, comme ça. Il faudrait plutôt passer par une ORE. d'accord. Donc voilà, enfin, Parce que c'est des sites sans outils de protection labellisables au cas par cas? C'est c'est quoi des comme... réserves de chasse de D'accord, ok. la Fédé Ouais, de mais chasse. qui rentrent pas forcément dedans du coup à la suite. Bonjour à toutes et tous, je suis Anne Arouette de l'Adrial. Je voudrais juste compléter le propos d'Alexandre. Il y a un des 3 sites de la Fédé de chasse 81 qui est immédiatement éligible parce qu'il a déjà une ORE qui a été signée en 2018 dans le c'est une ferme d'une vingtaine d'hectares où l'exploitant était parti en retraite et au préalable, il avait à la fois cédé ses parcelles à la Fondation des habitats pour la faune sauvage et l'ORE a été signé. Donc il y a un des 3 sites qui est éligible à la protection forte et les 2 autres ne le sont pas. Ils sont dans la catégorie que disait Alexandre tout à l'heure. Il faut un outil intermédiaire Mm. pour pouvoir prétendre à la protection forte. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et du coup, ben, nous, juste pour info, à l'échelle du parc, d'ici fin 2026, j'espère qu'on pourra faire remonter 2 sites en cas par cas. Normalement, ce sera 2 espaces naturels sensibles. Il y en a un, si tout va bien, je le dépose cet été et l'autre à la suite. Mais pareil, enfin, si jamais il y a quelques dossiers un peu retour d'expérience sur lesquels on peut s'appuyer, même si le formulaire est quand même bien détaillé, mais je suis preneuse s'il y a un ou 2 exemples pour Ok. voir. Et enfin, si c'est des ENS, alors c'est une question peut-être un peu bête, mais pourquoi c'est pas le CD enfin, le CD n'a pas la maîtrise foncière, c'est plutôt le parc? Ouais. Alors, le CD n'a pas la maîtrise foncière, le parc non plus. Enfin, il y en a un, c'est plutôt c'est la commune qui l'a. Et l'autre, c'est un mix. Mais c'est sur le territoire du parc. Et bon, du coup, on s'est calé avec le CD pour se charger de la remontée. Notamment parce que ils ont peu de disponibilité en termes de mission sur ces questions-là au conseil départemental. Et vu qu'on a la dynamique de bien lancer sur le parc, on va faire remonter. Et historiquement, quand même, c'est des sites Natura 2000, donc il y a toute une démarche depuis très longtemps de concertation, de travail avec les différents acteurs. Donc c'était la facilité de la continuité aussi. Et je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, mais quand il n'y a pas la maîtrise foncière, dans le dossier, ça serait bien de pouvoir expliquer comment, soit il y a une convention de gestion, soit il y a des choses, des accords avec des propriétaires, ou enfin des choses un peu formalisées pour arriver à avoir une gestion sur le site. Ça marche. Merci. Merci. Ça correspond. Jean-Philippe? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Alors moi, je suis tout neuf, comme je le disais un peu en début de réunion, quand il n'y avait pas tout le monde. Je suis tout neuf, donc c'est allé très vite et j'ai peut-être pas tout compris. Je vais déjà commencer par là. Ça apporte quoi ou ça change quoi d'avoir une zone de protection de force sur un site? Première question. Et ensuite, j'aurais besoin d'avoir un avis sur l'éligibilité d'un secteur, puisqu'on est propriétaire d'une zone humide
de 60 hectares sur Aramon, que le SEN connaît d'ailleurs, puisqu'on est en convention avec le SEN là-dessus. Donc, c'est le PTB qui est propriétaire, qui est gestionnaire et associé avec le SEN pour le suivi. Voilà. Et j'ai été approché par quelqu'un pour me disant que ça pouvait être intéressant de le classer en zone de protection forte. Et j'arrive pas à savoir si ça rentre dans les items classiques, si ça rentre dans le cas par cas, qu'est-ce qu'il faudrait de plus et est-ce que ça impliquerait pour nous et aussi pour la commune. Alors, pour répondre à la première question, la reconnaissance, la labellisation n'apporte pas de contraintes supplémentaires, pas de réglementation supplémentaire. En revanche, voilà, il y a une valorisation du travail qui est faite et donc ça permet de participer à l'objectif national de 10% d'aires protégées fortes au niveau national, dont on s'est fixé 5% à l'échelle Occitanie. Et peut-être Anne, complète-moi si je me trompe, mais pour la commune, il y a, quand il y a une aire de protection forte qui est labellisée ou créée, ça apporte un petit plus sur la dotation d'État reversée à la commune. Il y a, enfin, je crois que ça s'appelle les aménités rurales. Rural, euh, exactement, oui. C'est qui, une qui bonification de cette surface-là qui est labellisée protection forte. Et donc, vous avez dit 60 hectares, je crois, donc ça se calcule en prorata sur la surface de la commune. Et puis, est-ce qu'on est déjà sur Natura 2000, oui ou non? Enfin, ça se calcule, mais c'est effectivement un bonus sur la dotation aménité rurale. Et ça permet aussi de flécher d'autres financements qui, eux, ne sont ciblés que sur les protections fortes. Et on parle du fonds vert juste après, qui désormais ne s'appelle plus fonds vert. Ah, pardon, il est 9h30. Donc le fonds vert ne s'appelle plus comme ça, mais le fonds vert air protégé est ciblé protection forte exclusivement. Donc il y a quand même quelques avantages financiers. Ouais. Ok. Et donc sur cette diapo-là, on voit qu'est-ce qui est. Enfin, j'ai rappelé sur cette diapo dans le coin à droite qu'est-ce qui est déjà une zone de protection forte automatique. Donc il y a uniquement ces sites-là. Et ce qui est listé sur cette diapo, c'est ce qui peut rentrer au cas par cas comme zone de protection forte. Donc, par rapport aux zones humides, les zones humides d'intérêt environnemental particulier peuvent rentrer au cas par cas, donc via la procédure que j'ai expliquée en zone de protection forte. Mais, enfin voilà, je ne sais pas si c'est Ça suffisamment. peut, je sais pas trop ce que ça veut dire intérêt environnemental particulier. Je pense qu'on rentre dans les clous, mais donc ça m'amène à la dernière question. C'est est-ce C'est que le sage qui le donne, ce ZIEP, cette ZIEP. non, alors ah oui, pardon, c'est les ZIEP, ça. Ok, parce que Ouais. quand je voyais pas les majuscules, je savais pas si c'était. Ok, non, mais on n'a pas de ZIEP sur notre sage. Donc voilà. Donc ça veut dire que ça suppose de rentrer un peu entre les lignes. Je pense que ça peut rentrer, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si aussi il y a un accompagnement de l'Adréal ou d'une structure compétente pour prédéfinir l'éligibilité d'un dossier, parce qu'on va pas monter un dossier, c'est fastidieux, c'est long, et si c'est pour qu'il soit refusé, autant le savoir de suite. Donc, ça m'intéresserait peut-être d'avoir soit un guide un peu plus précis sur les cas par cas, soit un contact qui permettrait de discuter précisément du cas particulier. Alors, le contact, c'est moi. Ouais. Donc, enfin, vous avez mon adresse mail qui avait été dans l'invitation. Là, j'étais en copie de l'invitation. Sinon, c'est alexandre.suc, suc, développement-durable.gouv.fr. Après, je pense qu'il faut que vous fassiez déjà un pré-tri, savoir si vous rentrez dans les critères qui sont définis par l'instruction technique. Et ensuite, effectivement, avant de rentrer dans une rédaction de dossier plus forte, on pourra échanger directement sur la possibilité ou pas de rentrer. Mais enfin voilà, enfin, si vous rentrez dans ces différents sites et que ensuite vous avez des enjeux environnementaux suffisamment
forts. Donc habitat et espaces d'intérêt communautaire en particulier, plus espèces menacées en catégorie vulnérable, en danger ou en danger critique. Ben, enfin voilà, il y a déjà un intérêt, enfin il faut y regarder de plus près pour savoir si vous pouvez rentrer en zone de protection forte ou pas. Ok, merci. Merci. Vanessa et ensuite Claire. Oui, merci, bonjour. Alors au département des Pyrénées-Orientales aussi, on s'interroge pour faire labelliser les sites, certains sites que l'on gère. Et j'avais une question, elle a déjà été posée et j'ai eu ma réponse sur l'accompagnement en amont de l'ADREAL pour savoir si effectivement comment on organise notre demande de labellisation. Donc j'ai ma réponse. Et ma deuxième question concernait la communication auprès des élus du territoire pour les inciter aussi à labelliser les sites parce que finalement notre démarche elle est technique, elle est interne à la collectivité. Je ne sais pas si c'est la même chose pour certains d'entre vous. Nos élus n'ont pas forcément la connaissance de cette labellisation. Alors nous on fait remonter les informations, mais est-ce qu'il est prévu une communication via les préfectures départementales et notamment en appuyant sur le fait que il y a quand même un lien avec les aménités rurales qui peuvent être mobilisées pour les collectivités. Et ce qui peut aussi nous permettre d'appuyer nos demandes et de favoriser ces labellisations. Donc voilà, merci. Alors là aussi, Anne pourra me compléter, mais je ne crois pas qu'il y ait de communication spécifique de prévu. En revanche, nous, au service de l'État, donc des DT, des DTM, on est mobilisés pour atteindre les objectifs qu'on se fixe dans le PAT et dans la stratégie régionale d'air protégé. Donc, peut-être que localement il y a des communications qui sont lancées, mais au niveau régional, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de prévu. C'est bien ça. On va pas communiquer, en tout cas pas tout de suite, de manière très active sur la labellisation protection forte, en dehors de ceux qui sont, avec des guillemets, parce qu'on va pas vous fâcher, mais notre cœur de cible sur les années 2026 et probablement 2027, ce sera les gros protagonistes protection forte qu'on attend, donc Conservatoire du littoral, ONF, Conservatoire d'espaces naturels et OFB, en commençant par la RNCFS d'Orlu, comme on a dit tout à l'heure. Donc sur une première vague, on va aller certainement un peu chatouiller, un peu accompagner toutes ces structures-là. Et sur une deuxième vague, là, effectivement, les conseils départementaux sont des partenaires extrêmement intéressants et tout un tas d'autres associations par ailleurs ou autres collectivités par ailleurs. Donc j'aurais tendance à dire qu'au début, notamment pour lancer la machine de labellisation protection forte, on aura peut-être tendance à s'intéresser aux 4 premières structures que je disais, ONF, conservatoire, etc. Et ensuite, aller vers vous de manière plus active, peut-être via les préfectures, ce qui serait une très bonne idée, effectivement. Pour compléter les propos de Anne, quand même, dans le plan d'action territoriale 2, il y a quand même une action sur les réunions départementales qui seront organisées par les DDT, DDTM, avec pas mal d'acteurs, et c'est quand même des lieux où on sensibilise quand même, et on incite que ce soit les départements ou autres structures à créer de la zone de protection forte quand même. Enfin, pour moi, il y a une animation départementale qui devrait être mise en place grâce au lancement du plan d'action territorial 2026-2028. Merci. Claire. Et juste, pardon, pour revenir sur la première question sur le contact, l'appui Andréal. Moi, en tout cas, si vous avez des sites que vous comptez déposer, et ça revient à la question que j'ai posée aux représentants du SEN, je suis intéressé quand même d'avoir une vision, une meilleure vision de combien de sites vont être déposés, et à quelle échéance, parce que encore une fois, si on arrive avec 50 sites qui sont déposés d'un coup,
on aura peut-être un peu de mal à suivre la procédure pour tout le monde, quoi. Donc, on est intéressé d'avoir cette vision-là. Ce serait un seul site concerné chez nous. Ok. Claire. Voir le nom, Vanessa, ou c'est pas... Ah oui, on est entre nous. C'est pas encore validé au niveau politique, mais on envisagerait de faire labelliser le site classé des Bouillouses. Vous connaissez tous ce magnifique site. Je crois même qu'il est déjà dans la contribution qu'on a reçue de... Ah non, non, pardon, non, pas lui. Non, non, excuse-moi, j'ai rien dit, Vanessa. Bon, Claire, je crois que ça va être vraiment à toi. Oui, d'accord. Caroline Anastasia du Gers. Nous, on travaille depuis un moment sur un site, une zone humide qui est en ENS, mais sans maîtrise foncière. Il y a déjà une partie en arrêté de protection biotope, mais c'est pas forcément toute la zone. Et on aimerait bien faire labelliser toute la zone. Donc c'est en ENS sans maîtrise foncière et il y a un plan de gestion qui est animé actuellement par le syndicat de rivière. Donc est-ce que ce cas de figure serait éligible ou est-ce qu'on doit passer par une ZIEP? Parce qu'on s'interroge aussi sur le bien fondé de faire une ZIEP d'autre part. Si c'est en espace naturel sensible, si l'intégralité de la zone est en espace naturel sensible, c'est déjà éligible de base. Après, effectivement, par rapport à la maîtrise foncière, il faudra quand même peut-être préciser les choses sur comment des actions sont menées sur le site pour montrer que on va pouvoir diminuer de manière assez significativement les pressions anthropiques et améliorer l'état de conservation des espèces d'intérêt. Ok, ça c'est un petit peu l'objectif du plan de gestion. Donc, merci. Clara, tu as relevé la main? Oui. Non, pardon, j'ai oublié de la descendre. J'avais une question, mais j'ai eu la réponse entre les deux. Autant pour moi. Très bien. Okay. Moi, j'aurais une question, désolée, je ne peux pas lever la main, je suis sur le téléphone pour l'instant. C'est Pauline Quintin de Nature en Occitanie. Vas-y, Pauline. Donc nous, on est dans le cas où on est une association gestionnaire d'espaces naturels, sans être saine. Donc il faut qu'on se reporte au cas particulier. Dans les projets qu'on aurait d'inscription en zone de protection forte, on est gestionnaire de milieux alluviaux sur la Garonne. Donc pour la plupart, on va être sur du domaine public de l'État. Donc là, je pense qu'on est dans les clous. Mais parmi ces sites, en fait, on a un site où on est en convention de gestion avec la commune sur une partie. Pour une autre partie, on est sur DPF. Et ensuite, il y a des parcelles privées que nous, on vise pour de l'acquisition. Donc là, la question, c'est sur un site comme ça où on a une maîtrise foncière qui est différente parce qu'on a une convention de gestion avec la commune. L'ORE serait envisageable, mais comment on construit notre placement? Est-ce que sur les parcelles communales, est-ce que l'ORE suffit? Et sur les parcelles que nous, potentiellement, on aurait en acquisition, sans être un SEM, comment on fait pour placer l'ensemble du site? Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pense que l'option la plus adéquate, c'est de faire une obligation réelle environnementale sur l'ensemble du périmètre qui, peut-être pas la partie domaine foncier de l'État, mais sur tout ce qui est privé, de faire une ORE pour rentrer dans les critères de la labellisation. Oui, mais du coup, je pense que l'ORE n'est pas forcément très envisageable avec les propriétaires privés. Ça serait plutôt de l'acquisition qui serait réalisable, en fait. Donc, mais en fait, ce qui n'empêche pas Néo d'acquérir les parcelles, mais de faire une ORE. Et de faire une ORE ensuite, ouais. Ok, avec une autre structure type, par exemple, le département, parce que ce sont des sites qui sont inscrits au Conservatoire départemental des zones humides. Ça, c'est aussi un cas particulier qu'on a en Haute-Garonne. C'est un pendant, on va dire, de la politique de l'ENS. Donc, pareil, est-ce que les sites qui sont inscrits au Conservatoire départemental des zones humides peuvent prétendre à une reconnaissance en zone de protection forte, ou c'est vraiment que le statut ENS? Non, c'est que le statut ENS. Ok. Et après, les zones humides, donc, c'est celles qui sont, comme Anne l'expliquait, celles qui sont reconnues dans les SAGE. Ouais, je sais pas si on
Et c'est le cas en tout cas si on a des ZIEP sur le territoire. Mais en tout cas, c'est vrai que la politique C2ZH ici, c'est un peu le pendant de la politique ENS pour les zones humides. Tout est un peu à l'identique. Voilà. En tout cas, il y a un cadre vraiment pour la labellisation en zone de protection forte, un cadre qui est fixé et qui malheureusement, enfin, on est obligé de rester dans ce cadre-là pour avancer dans cette labellisation. Ok. Et du coup, Pauline, Scipion cette fois? Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une petite question. Tout à l'heure, il a été évoqué les zones Natura 2000. Si j'ai bien compris, elles sont éligibles au label ZPF. Comment ça fonctionne et est-ce que le seul statut Natura 2000 suffit ou est-ce qu'il faut au préalable faire passer les sites sur une autre type de milieu, type ORE? Alors, le seul statut Natura 2000 ne suffit pas, malheureusement, et donc il faut, je vais repartager mon écran. Il faut vraiment rentrer dans les critères, dans les types de sites qui sont fixés dans l'instruction technique. Et donc voilà, enfin, le plus simple, effectivement, c'est de rentrer dans une ORE, via une ORE dans la labellisation. Donc ça signifie qu'il faut quand même être propriétaire du coup de la parcelle? Il faut que le propriétaire de la parcelle soit d'accord pour entrer dans une ORE. D'accord. Ok. Alors, je parle d'ORE, mais enfin, il n'y a pas que ça qui compte, hein. Il faut quand même qu'il y ait les enjeux écologiques, qu'on travaille sur la diminution ou la suppression des pressions anthropiques, qu'il y ait des objectifs de protection et qu'on aille aussi regarder si tout ça, enfin, qu'on vienne contrôler tout ça pour voir, pour s'assurer que la protection forte, elle soit bien effective. D'accord. Merci. Donc c'est ce que je projette là, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais une fois qu'on s'est assuré que son site, il était éligible à la labellisation, dans sa demande de candidature, ça serait vraiment quand même très intéressant qu'il y ait un paragraphe consacré à chacun de ces critères-là pour bien argumenter sur la candidature et qu'on puisse passer à l'étape d'après de renvoi au ministère de la candidature avec un avis favorable. Ok. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la présentation des nouveautés fonds verts par Anne. Et puis en suivant, voilà, il pourrait aussi y avoir de revenir sur des questions s'il y en a qui. Ah, il y a une question. Lou? Oui, désolée, je me réveille à la fin des questions. Donc bonjour à tous. Là, c'est plus des questions pour mes collègues parce que moi, je suis plus intéressée sur la question de création de ZPF que labellisation. Mais est-ce que des multisites, c'est-à-dire des sites qui sont pas tous attenants, mais qui font partie d'une cohérence et d'une cohérence aussi dans la gestion, peuvent être éligibles ou il faut que ce soit un bloc attenant? Non, je pense que c'est complètement éligible. Enfin, il faut encore une fois qu'il y ait des enjeux écologiques considérés comme d'importance. Ok. Côté zone Occitanie, on envisage notamment sur les plans de gestion multisites, donc avec des sites qui peuvent être éclatés, mais avec typiquement nous sur des zones de tourbières, par exemple, avec un ensemble de tourbières et un plan de gestion sur un plan de gestion multisite. Ok, merci. Yes. Oui, bonjour. Est-ce que les APPB sont éligibles? Alors les APPB, c'est déjà des zones de protection forte automatiques, Ok. donc elles n'ont pas besoin d'être labellisées. Ok, merci beaucoup. Pauline, tu as pas baissé la main ou tu veux poser une question?
Pardon, j'ai juste oublié de baisser la même. Pas de Excusez-moi. souci. Alors, dernier appel, est-ce qu'il y a des dernières questions sur le sujet? Ben, sachant que, comme je vous disais, suite à la présentation de Anne, on pourra revenir aussi s'il y a des questions qui vous viennent entre-temps. Vous aurez aussi le droit de les poser ensuite. Une Et proposition, si Alexandre la partage, peut-être que à l'issue du café Gênes, en même temps qu'on enverra le diaporama qu'il a diffusé, on pourrait peut-être envoyer le tableau de, comment il s'appelle ce tableau, celui qui est disponible sur la plateforme démarche numérique, et puis qui met en face de chaque enjeu écologique identifié, il met une colonne qui demande à identifier la menace sur cet enjeu, puis l'origine humaine de cette menace, puis la manière de répondre à cette menace, qui fait que en ligne, on a comment l'aire protégée candidate à la protection forte peut répondre intelligemment, oui ou non, à cette menace, et donc peut être candidate à protection forte. Je ne suis pas très claire, je suis désolée. Mais peut-être qu'on pourrait partager ce tableau, Alexandre, si tu es d'accord, là, celui qui est disponible sur le site, là, qui vient du ministère, on pourrait le partager Oui, à l'issue oui, de... bien sûr. Ouais. Ce que tu veux dire, enfin, je peut-être maîtrise pas, c'est que dans la démarche simplifiée, quand on le remplit, on voit déjà en remplissant si on rentre dans les critères de labellisation ou pas. En fait, c'est un tableau qui est à remplir et qui fait partie du dossier de candidature. Et c'est même le cœur de la candidature, puisque c'est celui qui permet de faire dire au gestionnaire comment son aire protégée, avec son plan de gestion, avec son statut d'acquisition foncière ou autre, et avec ses actions de suivi de police, répond aux exigences protection forte. Et ce tableau-là, il peut se télécharger à part de la candidature, donc on pourrait le joindre de manière à ce qu'il y ait un aperçu immédiat de ce qui est demandé dans la labellisation protection forte. Si du Ouais, coup vous êtes d'accord là-dessus, vous me l'enverrez, tu me l'enverras, Anne, que je puisse, oui, enfin, oui, je ou verrai avec. Alexandre. Ouais, je- oui. Euh, Et il y avait une question dans le chat, je ne sais pas si tu l'as vu, Alexandre, Non. demandant s'il était possible d'entrer en ZPF au cas par cas sur critères géologiques. Une Et question de Yannick du parc des Pyrénées ariégeoises. oui, tac. Alors je regarde que, enfin, il y a pas, enfin, le critère géologique, c'est pas celui qui permettra vraiment de rentrer dans l'éligibilité, mais si, encore une fois, si c'est un site du Seine ou si c'est un site où il y a une ORE ou si c'est un site classé, enfin, on peut rentrer via ces domaines-là. Et toujours si il y a des enjeux considérés comme d'importance, des enjeux écologiques considérés comme d'importance, si on vient supprimer ou réduire les pressions anthropiques, s'il y a des objectifs de protection et qu'on vient contrôler. Ok. Eh ben, je vous propose que l'on enchaîne. Et Anne, je te laisse partager ton écran et te présenter peut-être rapidement, mais je crois peut-être que tu l'as déjà fait Ouais. tout à l'heure en prenant la parole. Non, mais c'est vrai que je suis étonnée de ne pas connaître tant de monde que ça sur la vingtaine de personnes connectées. Enfin, j'exagère, je connais une bonne partie, mais pas tous. Donc, je suis Anne Hervouette, je suis à la Drial Occitanie. Normalement, je suis à Montpellier, mais là, vous entendrez les cloches sonner à 10 heures, parce que je ne suis pas du tout à Montpellier. Chargée de mission espace protégé. J'ai en fonctionnement normal le suivi des réserves naturelles nationales sur le Languedoc-Roussillon et la déclinaison de la stratégie air protégée sur les 13 départements. Mais j'ai plein d'autres petits trucs autour, dont Natura 2000, qui désormais est arrivé chez moi, et quelques autres sujets, parmi lesquels le fond vert quand il s'agit des espaces protégés. D'où mon intervention de ce matin. Alors, ça n'a pas marché ici. Est-ce que... Si. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran?
C'est bon, mais c'est pas en pleine. Voilà, super. Là, c'est bon. Ok, super. Je vais essayer de vous garder en fenêtre, mais je ne sais pas si j'aurai accès au chat. Alors, je vais essayer de distribuer le plus de messages possible ce matin et de la manière la plus claire possible. Mais je vous annonce que enfin, cette année, à la DREAL, on ne sera pas en mesure de faire un accompagnement de proximité sur le Fonds vert et sur la stratégie nationale biodiversité, puisqu'on n'a plus du tout d'effectif qui est dédié à ça. On avait l'année dernière Pauline Fabre qui était hébergée à l'ARB, qui nous donnait un sérieux coup de main sur l'instruction des dossiers, sur les réponses aux questions. Cette année, c'est plus du tout le cas. Du coup, on va faire un fonctionnement minimal. Donc, ce qui est écrit là, je vous le partagerai avec des accès en ligne à différentes structures sur Aide Territoire, enfin différentes aides sur Aide Territoire. Mais je souhaite, après, ne plus répondre aux questions Fonds vert dans la mesure du possible, parce qu'on n'est vraiment pas en mesure on n'a plus du tout les moyens humains à l'Adréal de faire ce sujet-là. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez aujourd'hui, j'essaierai de répondre le plus possible. Et possiblement, je n'arriverai pas à répondre à vos questions ultérieures. On verra ça. Donc, 2026, c'est à nouveau une année de nouveautés. Le Fonds vert n'existe plus que partiellement quand il s'agit de biodiversité. À la place de quoi, on a désormais la stratégie nationale biodiversité qui quitte le Fonds vert et qui se surajoute, ce qui crée pas mal de nouveautés. Donc, vous avez raison d'être là ce matin, parce que je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Rapidement, pour ceux qui sont nouveaux dans le réseau ou qui sont intéressés de ce qui s'est passé précédemment. Donc, le Fonds vert, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est le raccourci du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. C'est un dispositif qui a été créé en 2023, qui est soutenu par le ministère en charge de l'écologie. En gros, c'est la réponse. En fait, c'est le deuxième mandat de Macron qui disait ce mandat sera écologique ou ne sera pas. C'est le Fonds vert qui est écologique. Ce fonds vert, il a comme objectif d'accélérer la transition écologique dans les territoires, tout comme il s'appelle. Il est particulièrement destiné à soutenir les collectivités dans leur investissement sur divers sujets liés à, je sais pas moi, l'amélioration de l'éclairage public, la désimperméabilisation des cours d'école, etc., etc. C'est surtout ça qui est ciblé dans une planification écologique locale. Sur les 2 premières années, il avait permis de débloquer 3,6 milliards d'euros sur 18 000 projets. Donc, c'est quand même une vraie réponse du gouvernement. Et à ça s'ajoute tout un tas d'autres actions dont on va parler aujourd'hui. Sur la biodiversité, seul en Occitanie, sur les 3 dernières années, le Fonds vert, c'était quand même un peu plus de 22 millions d'euros. Ce qui n'est pas ridicule comparativement au budget de l'Adréal. C'est comme si chaque année, on avait réussi à doubler le budget de l'Adréal sur des projets d'investissement. Je vous donne là la moyenne sur les années passées, sur les 22 millions. Quelle que soit l'année, on constate quasiment toujours la même proportion. C'est toujours les aires protégées qui arrivent à émarger le plus au fond vert. Puis la restauration écologique qui contient, caché derrière la continuité écologique, beaucoup de trames vertes ou bleues sont dans cette restauration. Et c'est ensuite les espèces menacées qui font l'objet d'un PNA qui viennent émarger au fond vert. Et en dernier, les espèces exotiques envahissantes et les pollinisateurs. Et quelle que soit l'année, de manière assez étonnante, on trouve à peu près la même proportion. L'année passée, les aires protégées avaient même fait encore un petit peu mieux, parce qu'elles avaient touché un tout petit peu plus que les 3,2 millions d'euros qui avaient été dédiés sur la biodiversité. Mais après, c'est quasiment les mêmes proportions. Donc la restauration écologique vient prendre un quart de l'enveloppe dédiée à la biodiversité, puis les espèces menacées, puis les espèces exotiques et les pollinisateurs en tout dernier. Donc ce n'est pas des montants ridicules. Comme je vous le disais, accumulés, c'est comme si on doublait le budget de l'Adriel. D'une manière globale, sur le fonds vert, quel que soit son nom, les porteurs de projets éligibles sont tous ceux qui sont inscrits ici et qui globalement n'ont pas changé année après année, même si les dispositifs changent sur certains sujets. Ça ne changera pas. Donc les collectivités territoriales et groupements et assimilés sont éligibles au fonds vert, tout comme les établissements publics locaux, établissements publics de l'État. Les associations et les fondations sont éligibles avec une possibilité de venir chercher du 100% dans le cas d'une association. Et d'autres structures, notamment professionnelles, sont éligibles. Et pour finir, gestionnaires d'infrastructures de transport. Ça ne changera pas quel que soit le dispositif. Par contre, pardon, j'ai encore une diapo sur la nature des projets éligibles.
En gros, le fonds vert, c'est tout ce qui est investissement, donc ce qui inclut une subvention, on va dire, connaissance avec des guillemets, préalable à l'élaboration du projet, et le projet en lui-même. Comme c'est de l'investissement, c'est à la fois pour ça qu'il se distingue du budget de la DREAL, et ça veut dire qu'on ne paye pas avec le fonds vert ce qui n'est que du fonctionnement. Vous ne pouvez pas nous demander de payer un salaire qui entre dans un fonctionnement courant, même si vous avez un plan de gestion en vigueur qui font qu'il y a bien cette mesure qui est éligible, on ne peut pas payer que du salaire là-dessus. On ne peut pas non plus payer, pour la même raison, les frais de structure, et on ne paye pas de l'acquisition de connaissances toute seule. Après, si vous arrivez à nous démontrer que cette acquisition de connaissances, elle est liée au projet d'investissement qui, lui, est bel et bien éligible au fonds vert, là, d'accord, si ce n'est pas la majorité du montant qui est concerné, on peut venir payer de l'acquisition de connaissances. Pas seul. Voilà pour ce qui était le socle commun. On arrive désormais à 2026, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va apporter son lot de modifications. Et je peux vous faire une tentative d'explication de pourquoi 2026 est plus compliqué que les années d'avant. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, en fait. La mauvaise nouvelle, donc, c'est qu'on a un fond vert coupé en deux. Un bout de fond vert reste et il s'appelle désormais Restauration écologique et Atlas de biodiversité communale. Et d'autres mesures qui sont souvent le socle de fonctionnement de nous, DREAL, avec vous, gestionnaires. Donc les autres mesures, aires protégées, PNA, restauration, etc., elles quittent le fond vert et désormais elles s'appellent Stratégie nationale biodiversité. Donc ça crée de la complication parce que désormais c'est deux plateformes de dépôt, c'est deux manières de gérer, l'une avec le préfet, l'autre sans. C'est des enveloppes différentes, c'est des gestionnaires, enfin il y a tout un tas de choses différentes. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le ministère en charge de l'environnement a fait ce choix, c'est parce qu'il a réussi une petite pirouette, ah oui, pardon, une petite pirouette qui lui a réussi d'aller chercher dans ce qui s'appelle toujours fonds vert, qui est plutôt à destination des collectivités, il a réussi à aller chercher quasiment 2 millions d'euros pour l'Occitanie à cet endroit-là, qui s'ajoute à la stratégie nationale biodiversité, qui est environ à 2 millions. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. C'est plus compliqué, mais ça nous permet de toucher plus d'argent. Désolée pour les cloches, je vais attendre quelques secondes. On les entend pas, hein. C'est vrai? Ouais. Eh ben, je continue alors. Donc voilà le résultat de ce que le ministère a réussi à obtenir cette année pour l'Occitanie. Le fonds vert qui s'appelle toujours fonds vert, donc restauration écologique et ABC, c'est 1,88 million. À peu près 965 000 euros pour la restauration écologique et à peu près 913 000 pour les ABC. La somme des deux ne fait pas 1,88 million, vous l'avez remarqué. C'est des arrondis que j'ai récupérés auprès de l'OFB. Cette répartition, elle est aujourd'hui prévue, mais elle n'est pas inscrite noir sur blanc. Enfin, les limites sont tout à fait déplaçables à l'intérieur de ce 1,88 million. C'est fongible sur ce 1,88 million, mais c'est aussi fongible avec le reste de l'enveloppe fonds vert, qui, elle, inclut, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est dédié aux collectivités. Donc, si des communes sont particulièrement actives sur la désimperméabilisation de leur cours d'école, elles vont prendre dans la même enveloppe. Donc, si elles sont très actives, très rapides, il y aura peut-être moins pour nous. Mais le contraire est vrai aussi. Si vous déposez énormément de dossiers de restauration ou énormément d'ABC, on va peut-être réussir à grappiller un petit peu plus que ce 1,88 million. Donc, en gros, c'est une grosse moitié qui est a priori, qui serait dédiée à la restauration et qui sera gérée par la DREAL, et un petit peu moins de la moitié qui serait dédiée aux ABC et qui sera gérée par l'OFB. À côté de ça, s'ajoute une autre enveloppe qui n'est pas le fonds vert, qui s'appelle Stratégie nationale biodiversité. C'est une enveloppe intégralement gérée par la DREAL et qui contient cette année 6 mesures. Il y en a certaines en plus et d'autres en moins que l'année dernière. Et c'est un budget de 2,2 millions qui s'ajoute au budget de fonctionnement courant de la DREAL. Les 6 mesures qui sont éligibles à ce fonds SNB, c'est la stratégie aire protégée comme l'année dernière, espèces menacées et PNA ou assimilées comme l'année dernière, espèces exotiques envahissantes comme l'année dernière, continuité écologique mais sans la restauration qui est sur le fond vert,
pollinisateurs. Et il y a une nouvelle mesure qui s'ajoute cette année, qui est celle dédiée à la destruction du frelon à pattes jaunes, et qui fait l'objet d'une biblio qui est un petit peu à part. Énorme différence avec le fonds vert, cette enveloppe, enfin ce fonds SNB, il est sanctuarisé quelque part. C'est une sorte de budget annexe à l'Adréal, qui n'est pas fongible avec celui de l'Adréal. Donc a priori, ces 2,2 millions sont dédiés à ces 6 mesures-là, et les lignes de démarcation à l'intérieur de ces 2,2 millions-là, elles n'existent pas. Je vous présentais tout à l'heure un camembert qui disait que c'est les aires protégées qui, en général, consomment plus ou plus rapidement que les autres. Mais si cette année, je ne sais pas s'il y a des espèces PNA qui font l'objet de mesures particulièrement qui ont besoin d'être mises en place très vite, c'est possible que le curseur change et que cette année, le camembert au profit des espèces PNA soit supérieur, enfin sur une plus grande part que les aires protégées. C'est possible. Mais je pense qu'on aura le même ratio, mais ça n'a rien d'obligatoire. Ce qui s'appelle toujours fonds vert. Donc, les 2 mesures restauration et ABC ont chacune leur instructrice. À l'Adréal, ce sera Isabelle Mandon. Et à l'OFB, ce sera Delphine Young. Normalement, c'est des interlocutrices qui sont habituelles pour ceux qui sont déjà fidèles au fonds vert. Sur la stratégie nationale biodiversité et sur les 6 mesures qui sont à l'intérieur de ce fonds, comme on n'a plus d'aide comme de la part de l'ARB, on a été obligé de ventiler à l'intérieur des effectifs en place à l'Adréal la distribution du coup des sujets. Donc pour ma part, je m'occupe des aires protégées avec ma collègue de Toulouse, Maëlys. Et lorsqu'il y a un projet restauration à l'intérieur d'une aire protégée, ce projet restauration va émarger dans l'enveloppe aire protégée, donc je serai aussi interlocutrice de ces sujets-là. Et normalement, les autres chargés de mission que j'affiche à l'écran sont des interlocuteurs habituels pour vous. Les adresses sont génériques, elles terminent en développement-durable.gouv.fr. Et donc je vous rappelle que on est sur des gestions différentes entre le fonds vert d'un côté et la SNB de l'autre. Si je mets ça, et avant de passer à la suite, c'est que dans le cas du fonds vert, les projets vont probablement... Donc ils sont déposés au fil de l'eau, on va le voir après sur la plateforme. Mais par contre, ils passent toujours à une validation du préfet de région, qui probablement aura, sur 3 ou 4 programmations successives dans l'année, une liste de projets qu'on lui soumet et sur lequel il donne son aval ou pas. Donc, dans le cas du fonds vert, ce sera certainement des cycles de 3 ou 4 mois sur la validation. Dans le cas de la SNB, au fil de l'eau aussi pour le dépôt des dossiers, probablement au fil de l'eau pour l'instruction. Mais on est à peine prêt à l'Adréal sur le fait de démarrer l'instruction vraiment complète et revenir vers vous avec certaines questions, certaines demandes de compléments. On est à peine prêt là-dessus. Sur la mécanique, cette fois-ci, dans le cas du fonds vert, donc restauration écologique et ABC, toute la biblio est déjà disponible en ligne. Je vous ai mis là-haut le lien qui vous permet d'accéder directement au cahier d'accompagnement 2026. Là-dedans, vous trouvez tout ce qui vous permet d'élaborer le projet dans le respect des critères d'éligibilité 2026. Donc comme c'est disponible en ligne et comme c'est pas mon sujet, je vais pas trop rentrer dans le détail ce matin. Il est actualisé, il est en vigueur et vous trouverez sur le même site de Aide Territoire l'accès à la plateforme pour déposer un dossier. Cette plateforme, elle est nouvelle, c'est pas la même que l'année dernière. Donc s'il y en a parmi vous qui ont déposé en 2025 un dossier de restauration écologique dans la plateforme démarche numérique, et puis qui se dit je vais attendre des nouvelles de l'Adréal, c'est pas possible. Normalement, vous avez dû recevoir une première fois un message du robot qui vous dit les modalités de gestion 2026 ont changé, il faut déposer sur l'autre plateforme. Et dans les quelques cas de figure où nous, à l'Adréal, on avait vu que les demandeurs n'avaient pas déposé vers la nouvelle plateforme, normalement, vous avez dû recevoir un message de la part d'une collègue qui nous fait un tout petit coup de main sur la gestion administrative. Elle s'appelle Sylvie Dubois, mais je vous donne pas son contact parce qu'elle n'est pas référente. Normalement, elle a dû écrire à ceux qui sont dans le cas de figure où ils ont déposé sur la mauvaise plateforme en 2025, qui doivent déposer sur la nouvelle plateforme en 2026.
Et la plateforme en question, eh ben, étonnamment, elle possède un seul dossier à la date de ce matin. Donc, je vous invite tous, enfin tous ceux qui sont intéressés à l'idée de déposer un dossier restauration, à ne pas trop traîner, enfin en tout cas à prendre connaissance, en tout cas, de la bibliographie du Fonds vert 2026 et d'aller chercher le bon lien vers la bonne plateforme 2026 pour déposer soit un dossier de restauration, soit un dossier ABC. Vous trouverez le lien, enfin tout est disponible sur Aide Territoire, vous le trouverez très facilement. Passons désormais à la stratégie nationale biodiversité, donc l'autre fonds, ex-fonds vert, si vous voulez. Ce fonds-là, 2,2 millions, lui, il est relativement copié-collé à l'année dernière, sauf l'ajout d'une mesure nouvelle qui est spécifiquement dédiée aux frelons à pattes jaunes. Vous trouvez en ligne ce qui est lié à ce frelon à pattes jaunes, c'est une biblio, je crois que ça fait 3 pages, me semble-t-il, qui dit qui, quoi, quand et comment on fait pour déposer un dossier, sous quelles conditions. Et c'est le seul qui, aujourd'hui, a toute sa biblio qui est propre et qui est en ligne. Dans le cas des 5 autres actions éligibles à ce fonds SNB, donc la stratégie aire protégée, les continuités écologiques, les pollinisateurs, les espèces exotiques et les espèces PNA, pour l'instant, rien n'est disponible en ligne. Je suis la première à le regretter parce que je reçois énormément de messages qui me demandent plus d'informations, mais je suis aussi la première qui harcèle le ministère pour dire je vous en supplie, faites ça très rapidement. On me les avait promis il y a déjà dizaines de jours, donc c'est forcément imminent, c'est obligé. On est fin mai. Je pense que la semaine prochaine, j'espère que la semaine prochaine, tout sera disponible. Donc tout ce qui est lié aux porteurs de projets, à la nature des projets, aux critères éventuellement restrictifs, je pense que ce sera en ligne la semaine prochaine. Donc j'espère, même si aujourd'hui je ne peux pas rentrer dans trop de détails, si ce n'est vous dire que c'est censé être copié-collé de l'année dernière, donc j'espère que vous aurez tous les détails. Et sur cette mesure-là, sur ce fonds SNB-là, donc la plateforme de dépôt n'a pas changé. J'ai 260 dossiers déposés sur les 5 mesures, désormais 6. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, je ne me souviens plus. La plateforme, oh oui, voilà. La plateforme de dépôt des projets n'a pas changé, si bien que normalement, si vous avez déposé l'année dernière, en 2025, sur la plateforme en question, normalement, vous avez reçu un message du robot qui a dû arriver vers la fin mars, qui vous a demandé de confirmer le dépôt du dossier qui a été opéré sur le deuxième semestre 2025, par exemple, et qui vous demandait de le confirmer sous 30 jours, donc avant la fin avril. Et ceux qui n'avaient pas confirmé à la date de fin avril, normalement, ont dû recevoir un message personnalisé de l'Adréal qui dit « Merci de confirmer le dépôt de votre dossier ». Soit vous l'avez fait et ça va être instruit avec le meilleur des cahiers d'accompagnement, enfin le plus avantageux pour le projet. Si vous avez déposé en 2025, que vous avez confirmé avant la fin avril, on va comparer les cahiers d'accompagnement, on va voir ce qui est plus avantageux pour vous soutenir. Si vous n'avez pas confirmé, vous devez redéposer un dossier qui sera considéré comme nouveau dossier 2026 et qui sera éligible avec les règles des cahiers d'accompagnement 2026, comme les X autres qu'on recevra cette année. Et si vous n'avez pas confirmé, c'est pas grave, hein, c'est juste un nouveau dossier. La différence, c'est que ce sera que les règles 2026 qui s'appliqueront. Donc je vous invite à vérifier ça pour ceux qui sont concernés. Un rapide rappel de quelques messages à retenir sur la stratégie nationale biodiversité et les 6 mesures qui sont cachées derrière. On ne change quasiment pas les cahiers d'accompagnement. Donc un même public éligible, collectivité, établissement ou assimilé, établissement public, association, fondation, avec, dans le cas de ces 2 dernières, une possibilité d'intervenir à 100%. Les mêmes projets sont éligibles, comme je vous le disais tout à l'heure, que de l'investissement.
éventuellement avec un petit peu d'acquisition de connaissances, si c'est prouvé avec la demande de subvention qui va avec, ce qui veut dire qu'on attend des livrables à la fin de la prestation. Ces livrables, ils seront écrits dans la convention, il faudra nous les fournir au moment où vous nous demanderez à la fois les acomptes et les soldes. Dans le cas des aires protégées, on ne sort pas du cahier d'accompagnement de l'année dernière, ce sont que les aires de protection forte qui sont éligibles ou les aires candidates à la protection forte. Dans le cas des espèces PNA, si les cahiers d'accompagnement sont bel et bien identiques à l'année dernière, il est possible que ce ne soit pas que les PNA qui soient éligibles. Peut-être qu'il y aura d'autres espèces assimilées PNA qui pourraient être éligibles. Et ça, c'est pas mon rôle de vous en parler aujourd'hui. Voilà. Et puis l'enveloppe est à 2,2 millions et en principe sanctuarisée, intégralement gérée par l'Adréal. C'est plus confortable pour nous que le fonds vert. J'espère que vous avez assez d'infos à ce stade. Je voudrais terminer avec un quelque chose qui, je pense à vous comme à moi, enfin comme à nous, chargés de mission de réal, nous prend énormément de temps. C'est que comme on est sur un fonds qui est hors fonctionnement courant de l'Adréal, on a aussi des règles différentes en matière de communication. Moi, dans ce que vous allez m'envoyer là, soit fonds vert des années passées, soit SNB de cette année, je ne veux voir que 2 logos. Et je vais être pénible là-dessus. Je ne veux que 2 logos. Celui du fonds vert adossé à celui du préfet de région, si c'est des dossiers des années passées où vous me demandez un solde, ou bien si c'est un dossier restauration 2026 ou ABC 2026. Et dans le cas des dossiers de cette année, seulement le logo de la stratégie nationale biodiversité accolé au logo du préfet de région. Et c'est tout, je veux rien voir d'autre. Je veux pas voir un fond vert tout seul. Je veux pas voir le nom du ministère, encore moins s'il est tout seul. Le nom du ministère, il change tous les 6 mois. Donc allez pas faire perdre du temps à aller chercher un truc. Du coup, a fortiori, ne me mettez pas le nom d'un ancien ministère qui a disparu en même temps que Nicolas Hulot en 2018, par exemple. Ne me mettez pas un logo de l'Adréal qui n'existe plus de l'époque où l'Adréal faisait, et c'était le ministère des Transports et du Logement. Je ne veux pas ça. Je veux pas non plus voir, et je n'invente rien, tout ce qui est là, je l'ai déjà reçu. Je veux pas voir un logo du préfet ou d'une préfète d'une région qui n'est pas l'Occitanie. Je l'ai vu, je dirais pas qui. Et je veux pas voir non plus une ribambelle de logos où il y a 2 Marianne qui s'additionnent avec un logo fond vert. Je veux pas tout ça. Je ne veux que le logo fond vert avec le préfet de région ou bien SNB avec le préfet de région et c'est tout. Sinon, je serais fâchée. Je crois que je m'arrête là. Ah bah j'ai encore fait un petit rappel, je me souvenais plus. Donc, Fonds vert et SNB ont des points communs, que de l'investissement, comme je vous disais. Retenez qu'en 2026, même si c'est un chouïa plus compliqué, surtout côté restauration et ABC, ça veut dire quand même on a une petite hausse dans l'enveloppe biodiversité de cette année, puisqu'on dépasse les 4 millions, alors que l'année dernière, on était parti avec 2,5 millions, et comme on s'était bien débrouillé, on avait fini avec 3,2 millions. Mais là, on démarre avec un peu plus de 4 millions, ce qui est une très bonne nouvelle. Et après, le reste est relativement inchangé. Aire protégée, uniquement protection forte. Restauration, les critères sont à définir. PNA, a priori que PNA, mais critères de régionalisation à définir, peut-être sortir des PNA. Ah oui, règle qui n'a pas changé, mais qu'il est toujours bon de rappeler, si votre projet concerne plusieurs mesures ou plusieurs sous-mesures, donc si c'est de la restauration à l'intérieur d'une aire protégée, vous regardez, enfin, a priori c'est que aire protégée, non, pas le bon exemple. Si c'est je dégomme des espèces exotiques envahissantes à l'intérieur de mon espace protégé, vous regardez si l'enveloppe dédiée à la destruction des espèces exotiques envahissantes est supérieure à celle qui est la gestion courante de l'air, enfin la gestion autre de l'aire protégée. Vous regardez où est le projet majoritaire dans le projet total et vous déposez sur le projet majoritaire, sur la mesure du projet majoritaire. Et cette année, ce sera un conventionnement avec l'Adréal pour l'ensemble des aides, sauf que dans le cas du fonds vert, ce sera des règles propres au fonds vert. Dans le cas de la SNB, ce sera des règles propres à la SNB. Et il n'y a que les ABC cette année qui vont être gérés par l'OFB. Je suis arrivée à la fin de ce que je voulais vous présenter. Et du coup, je vais récupérer vos questions à partir de maintenant. Quel timing, Anne. Merci pour la présentation.
Quel time? Je sais pas, j'ai pas du tout regardé, j'ai dû déborder, C'est non? parfait, il nous reste un petit quart d'heure pour les questions, c'est absolument parfait. D'accord. Oui, Laurent, une mesure rien que pour le frelon asiatique, ça m'a fait rire jaune, moi aussi. C'est pas parce que je vous ai dit que je voulais pas de questions après aujourd'hui que je veux pas de questions maintenant, hein. Vous pouvez y aller si vous en avez. En fait, vous avez 12 minutes pour les questions et après, c'est terminé. Utilisez ces 12 minutes à bon escient. Euh, Ah, alors j'allais dire Lou d'abord, Pauline, Je crois que c'est Lou et d'abord. Laurent a Non, voulu prendre la parole, mais il n'y a sans pas lever de, la main. Alors, il y a pas d'ordre. Non, c'était juste pour revenir sur deux petites choses sur les critères, hein. Il a été reprécisé que du coup les associations pouvaient être jusqu'à 100% de financement. Et ça, c'était pour aussi avoir le côté sensibilité là-dessus. C'est est-ce que c'est 100% ou à condition que, ou, voilà, ou c'est on peut demander déjà 100%. Et il y avait cet élément-là. Et le deuxième, je sais plus, je poserai la question tout à l'heure. Là aussi, c'est comme l'année dernière, Lou. C'est possible d'aller à 100%, mais on vous demandera de faire un effort, même si c'est un petit effort, mais réussir à démontrer que vous valorisez du temps en interne, réussir à démontrer que je sais pas quoi. Mais on vous demandera dans tous les cas un petit effort et essayer d'avoir au moins 5% d'autofinancement, ce serait bien. Et si vraiment vous nous démontrez que vous n'y arrivez pas, on ira jusqu'à Ok. 100%. Et du coup, la deuxième partie m'est revenue sur le côté investissement. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est, enfin, ça commence où et ça finit où l'investissement? C'est une question un peu naïve, mais est-ce que quel type de livrables peuvent être considérés comme de l'investissement, par exemple? Moi, je considère qu'un projet d'investissement et un bon projet d'investissement, c'est celui qui est visible sur le territoire, qui donne envie à un préfet d'aller voir ce qu'il a financé dans son enveloppe régionale, par exemple. Donc, un projet d'investissement, c'est ce qui a un début, une fin et une différence visible entre les deux. Donc, si c'est je restaure un espace naturel, c'est assez facile, parce qu'il y aura du génie écologique qui aura eu lieu, donc il y aura forcément une différence entre l'avant et l'après. Si c'est une étude qui est plus intellectuelle que technique, à ce moment-là, on vous demandera peut-être de faire un effort sur la communication des résultats ou la diffusion des résultats, réussir à toucher un public à l'issue de la prestation qui permet d'impacter d'autres gestionnaires Ok. ou d'autres collectivités. Il faut quelque chose qui soit visible, transmissible, impactant. Oui, c'est qu'on puisse mesurer l'impact après. Ok. C'est ça. Ben, merci. Et merci pour la présentation, c'était effectivement clair. Super. Ah, tant mieux, tant mieux. Après, je crois que c'était Pauline. Pauline, et ensuite Laurent. Oui, alors moi j'ai une question par rapport à la restauration et la continuité des milieux écologiques. Par investissement, on entend donc des études qui vont peut-être permettre de savoir où est-ce qu'il serait intéressant sur le territoire de restaurer ces continuités. Mais en fait, où est-ce que s'arrête le critère investissement? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au financement de végétaux, d'arbres? Bah oui, oui, bien sûr. Il faut que la partie étude ne soit que minoritaire sur le projet global qui, lui, doit aller jusqu'à réaliser le projet. Cette enveloppe va payer les plans qui vont servir à revégétaliser, à restaurer le milieu, oui. Ok. Et est-ce qu'à travers ces financements, on peut financer des mesures de compensation? Ah non, ça fait partie du socle réglementaire qui n'est pas Ok, pris en charge par cette enveloppe. Là, on va au-delà de d'accord. ce que dit oui, la réglementation de base. Ok, d'accord, merci. Et quand vous dites sur la restauration et les continuités, il y a une régionalisation des critères à définir, ça veut dire quoi exactement? C'est une possibilité dont peuvent s'emparer les DREAL. Et nous, on le fera pour la partie SNB. Pour la partie restauration, je sais
pas. Peut-être qu'on n'ira pas au-delà de ce que dit le cahier d'accompagnement national sur la partie restauration, je ne sais pas. Sur la partie SNB, très probablement qu'on mettra des critères supplémentaires. Bah, typiquement, la question précédente que posait Lou, c'est quoi un projet d'investissement? Et nous, dans notre régionalisation des critères, on ira peut-être jusqu'à écrire ce qu'on veut obtenir comme livrable de fin d'exécution. Ça, c'est possible. Il y aura peut-être aussi en régionalisation, sur la partie espèces menacées, je pense que les collègues enfin, peut-être que certains collègues feront le choix de dire que, je sais pas, le busard cendré qui fait pas l'objet d'un PNA est éligible en Occitanie. Il sera éligible en Occitanie, il sera pas éligible en Nouvelle-Aquitaine. Je sais pas encore ce que ce sera comme critère de régionalisation, mais on a la possibilité de prendre la plume, Andrea l'Occitanie, pour aller au-delà du cahier d'accompagnement national. Donc il y aura D'accord, quelques lignes qui vont bouger. d'accord. Et ça, c'est vous qui le définissez ou vous concertez Oui. les collectivités pour... Ah non, hein, c'est nous. D'accord. C'est nous qui Ok. sommes arbitres, financeurs, décideurs. C'est nous, ouais. Ok. Merci. Laurent? Oui, deux questions. Enfin, non, une remarque et une question. En fait, la remarque, c'était justement par rapport aux busards cendrés et les espèces PNA. Je sais que c'est pas toi qui t'occupes de cette mesure-là, mais tu l'as évoqué dans le diaporama, donc je me sens obligé de poser la question. En fait, il y a un certain nombre d'espèces PNA qui ont été peu financées justement par le Fonds vert jusque-là. Je pense au chiroptère notamment. Et donc ouvrir à d'autres espèces que espèces PNA, bon, moi, ça me semble déjà, enfin, comment dire, difficile déjà de financer les espèces PNA qui sont relativement peu financées avec les animations, hein. C'est des financements qui sont où on a peu d'actions concrètes et le fonds vert, entre guillemets, PNA, permet justement de mettre en œuvre un certain nombre d'actions très concrètes, de travaux, d'aménagement pour les espèces, de restauration pour d'habitat, etc. Donc voilà, juste la remarque, c'est Yvon de quand même de se concentrer au moins sur les espèces PNA. Déjà, on en a quand même quelques-unes. Et voilà, ça c'était plus une remarque. Et la deuxième, c'est par rapport à l'instruction. J'ai retenu que en fait vous alliez faire valider ça par le préfet. Est-ce que du coup ça va engendrer des délais supplémentaires, j'imagine. Vous savez comment ça va se passer cette instruction entre vous, l'avis que vous allez donner au préfet et l'avis préfet, ou est-ce que tu as une idée un petit peu ou pas? Alors, sur la remarque, si j'ai bien compris, tu proposes qu'on s'intéresse en priorité aux espèces PNA avant d'ouvrir à d'autres, c'est ça? Parce que c'est déjà Oui, assez mal financé, d'accord. Ok, oui. en plus, Christian Rouget m'avait dit de ne pas parler du busard cendré en plus, donc ok, c'est noté. Et donc sur ta question, c'est uniquement la partie fond vert qui continue de passer par le préfet, c'est pas les mesures SNB. Ah ok. Ah ok, C'est non, mais une c'est des bon. différences, c'est une des grosses différences même sur les deux dispositifs. Donc, sur la partie SNB, les 6 mesures qui vont avec, c'est un fonctionnement qui va ressembler au fonctionnement courant de l'Adréal, mais sur l'enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe de l'Adréal. Mais il n'y a pas de validation du préfet. Ok, Donc, j'espère qu'on sera quasiment sur un fil de l'eau. ok, d'accord, parfait. Très bien. Et alors, juste, non, le frelon asiatique, ça sort de, c'est d'où? J'imagine qu'il y a des gens qui ont fait le forcing pour que ça rentre comme une mesure spécifique à l'extérieur des espèces exotiques envahissantes. Euh, euh, J'ai été et très en fait, surprise de le découvrir et je peux pas te dire d'où ça vient. Et c'est pour financer de la destruction de nids, en fait. Enfin, je crois, oui, hein. D'accord. J'ai pas regardé. Je t'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Ok, ouais, Mais c'est disponible en ligne, tu peux aller voir. ouais, ouais, non, mais je tombe de ma chaise. Moi, j'ai été très surprise aussi, ouais. Et j'ai cru entendre qu'il y aurait une petite rallonge parce qu'il y a le frelon asiatique qui s'ajoute aux 5 mesures habituelles de la SNB. Je suis pas sûre de moi et puis j'ai pas lu la biblio qui va avec, donc je peux pas t'en dire plus. Ok. Je mange pas les frelons, les kiros. Non, mais je crois que les bondrées apivores, je pense qu'elles mangent les frelons asiatiques. Il y a Claire qui a levé la main. Oui, je ne sais pas s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre avant moi d'ailleurs. Mais Je crois pas. juste, si j'ai un projet de restauration de la continuité écologique, de milieux agro-pastoraux, par exemple. Le plus stratégique, c'est de postuler à la partie restauration écologique du fonds vert ou à la partie continuité écologique du fonds dédié SNB.
C'est la première des questions que je me suis posée. Et du coup, je sais pas. Je pense que le plus stratégique, c'est qu'on regarde là où il reste le plus d'argent Mm. en préalable au dépôt de projet, et puis que ce soit nous qui décidions, du coup, à votre place, sur là où il faut déposer. Et pour l'instant, sur la partie restauration, je vous le montrais tout à l'heure, on n'a qu'un seul dossier déposé. Donc pour l'instant, il y a de l'argent dans la sous-mesure restauration qui a sa plateforme fond vert à part. Ok. Pour l'instant, peut-être que dans 3 mois, ce ne sera Oui. pas le cas. Bon, merci. Il est 10h28. Est-ce qu'il y a une dernière petite question, un commentaire, un Vous avez des questions compliment? sur les soldes, je sais pas, les acomptes. On verse systématiquement 30% d'avance. Il n'y a pas besoin de justificatif. Par contre, à partir de l'envoi de la première demande d'acompte, il faut un justificatif, un livrable intermédiaire. Et vous n'êtes pas forcément payé au-delà de l'avance. Je suis pas sûre de pouvoir vous payer dans l'année sur les acomptes et les soldes. Yannick applaudit, mais je sais pas pourquoi. C'est pour le paiement des 30% ou c'est... Ouais, c'est aussi pour le paiement de 30%, puis c'est aussi une mauvaise manip. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai fait un dépôt il y a un peu moins d'un mois, mais comme c'est pas moi qui l'ai fait en direct, je sais pas si c'est sur l'entrée Fonds Vert ou l'entrée SNB, c'était sur le cofinancement d'un projet Poctefa qui s'appelle Pyrénées. Est-ce que j'ai pas eu de retour depuis. Du coup, je m'étais dit, dans quelques temps, je reviens vers l'Adréal pour voir où ça en est. Mais tu sais où ça. Enfin, justement, votre délai de premier contact, de premier enregistrement, combien ça prend de temps après? Alors, je regarde en direct. PNRPA déposé le 7 mai. Ouais, par là. Hmm. Alors, il est déposé sur la ligne continuité écologique. Du coup, il va être orienté vers Isabelle Mandon. Et Ouais. Isabelle, en fait, elle s'est blessée il y a 2 mois et elle revient cette semaine d'un long arrêt de travail. Donc, ça va être une reprise en Progressive. douceur pour elle. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, c'est sur l'entrée SNB. Oui, donc c'est le bon endroit. Je sais pas, ça, je sais pas. Parce que c'est de la Oui, restauration? on n'est pas encore sur la restauration. On est encore sur de la sensibilisation, du plan paysage, des choses comme ça, quoi. Ok, très bien. Merci. Et d'une manière globale, on est encore à peine solide à l'échelle de tous les chargés de mission de l'Adrial qui seront concernés cette année par l'instruction des dossiers de la SNB. Moi, je suis passée à mi-temps il y a quelques temps et j'ai du mal à suivre tout. Donc, on est globalement pas encore très performant sur l'instruction des dossiers fonds verts. En fait, à l'échelle de l'Adrial, chaque chargé de mission a du mal à prendre du temps, en fait, sur cette mission. Donc, je pense qu'on va réussir à se mettre quand même en mouvement sur les semaines qui viennent, j'espère. Après, on a des obligations de toute façon. Au 30 juin, il faut qu'on ait consommé 50% de l'enveloppe globale de l'Adrial. Donc, on va être obligé de se mettre en mouvement rapidement. Mhm, mhm. Mais c'est vrai que, puis je m'en excuse, hein, on est tous très largement pris, voire très largement dépassés. Bon courage. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on vérifie nos logos là, parce que moi aussi, je viens de déposer un dossier sur la mesure Ouais, PNA pitié. et il Ouais, va falloir que je vérifie les pitié. logos qu'on a mis. Ouais. J'ai peur. Et c'est pas compliqué, hein. Mais c'est un détail, c'est un petit truc en plus. Non, mais tu l'as bien expliqué, donc on va appliquer. Si vous retenez une diapo du diaporama, c'est celle-là. C'est ce que je veux voir des logos et ce que je veux pas voir des logos. Même s'il y en a qui me font rigoler. Le jour où j'ai reçu une demande de subvention avec le logo de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai rigolé. Mais juste 2 secondes, quoi. Café Gênes qu'il fallait pas rater. Ouais, effectivement. C'est ce que j'étais en train de lire, effectivement. Pour tous ceux qui sont pas là aujourd'hui, Eh rip. ben, heureusement, on le remettra quand même sur la chaîne ARB YouTube. On mettra le petit replay pour ceux qui ont loupé, qui n'ont pas pu être là. Bon, ben, en suivant, comme d'habitude, ouais, voilà, je vous envoie le petit mail avec les deux présentations qui ont été présentées ce matin. L'ensemble des coordonnées des participants et des personnes qui étaient inscrites à ce café.
Un grand merci à Alexandre et Anne pour toutes ces informations super importantes qu'il fallait avoir pour la suite. Et un grand merci à tous aussi d'avoir été présents. Et je vous souhaite une bonne journée, pardon. Bientôt. Merci à vous et bonne journée à toutes et tous. Merci, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci, Ouais, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Intéressant. Bonne journée.